Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Écoutez, c'était il y a un peu plus d'une heure, un missile iranien qui fend le ciel israélien. Violente explosion suivie des cris de terreur et de douleur à l'hôpital Soroka dans le sud d'Israël. C'est la première fois qu'un hôpital est touché par les tirs iraniens depuis le début de la guerre. Attaque délibérée selon Israël. Au total, 4 missiles du régime des Mollahs ont atteint leur cible ce matin. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Israël, c'est encore le chaos sur place. Ces frappes se sont déroulées il y a très peu de temps. Les secours y sont et on a déjà un premier bilan, Frédéric. Oui, à l'heure où nous parlons, le bilan s'élève à plus de 30 blessés, dont 4 dans un état grave. Il s'agit d'habitants d'immeubles heurtés de plein fouet par des missiles iraniens dans les villes de Holon et de Ramat Gan, deux localités des environs de Tel Aviv. Et puis pour la première fois, vous le disiez, un hôpital a été pris pour cible par l'Iran, l'hôpital Soroka dans la ville de Be'er Sheva, c'est dans le sud d'Israël. Les dégâts matériels y sont absolument considérables. La direction de l'hôpital demande au public d'éviter de s'y rendre. La salve de missiles lancée depuis l'Iran il y a 1h30 environ était nettement plus fournie que celle de ces dernières 48 heures. 25 projectiles environ selon l'armée. Parallèlement, l'aviation israélienne a frappé pour la première fois le réacteur nucléaire d'Arak dans le centre de l'Iran. Pour l'armée israélienne, il s'agissait d'empêcher que cette centrale, inactive depuis un certain temps, soit à nouveau en fonction. En outre, le quartier général de la police iranienne a été détruit entièrement à Téhéran, signe qu'Israël cherche à déstabiliser le régime, peut-être pour encourager les opposants à prendre l'initiative. Les diffusions de la télévision d'État ont d'ailleurs été perturbées par des appels au soulèvement populaire contre les Mollahs. Merci beaucoup Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe 1. Et celui qui détient la clé de cette guerre qui pourrait tout faire basculer, c'est Donald Trump. Le président américain maintient le suspense sur ses intentions en Iran. Il aurait examiné les plans d'attaque contre Téhéran, mais attendrait, selon une source proche de la Maison-Blanche, de voir si l'Iran met fin à son programme nucléaire. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La question, ce n'est plus tant si Donald Trump va passer à l'action, mais plutôt quand et comment. Écoutez, un nouveau conseil de défense a eu lieu cette nuit dans la Situation Room de la Maison-Blanche. Toujours pas de décision concrète, mais ce qui semble acquis pour le président Trump, c'est qu'effectivement, il n'est pas possible de laisser une armada nucléaire entre les mains des Mollahs. Une nouvelle réunion est prévue entre le président et ses conseillers dans les prochaines heures. Les États-Unis cherchent le meilleur moment et la meilleure manière de détruire les sites nucléaires souterrains en Iran avec les bombardiers B-2 furtifs, mais sans déclencher un conflit ouvert avec Téhéran. Une équation qui semble particulièrement complexe. Oui, puisque depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump s'affiche en promoteur de la paix. Est-ce que les Américains, Rémi, soutiennent cette possible entrée en guerre des États-Unis ? Quelques sondages ont été publiés ces derniers jours et ils sont quelque peu contradictoires. Selon le Washington Post, 45% des Américains interrogés s'opposent à des frappes en Iran, 25% les soutiennent et 30% sont indécis. Selon un deuxième sondage de The Economist et YouGov, 53% des supporters de Trump ne veulent pas d'une intervention américaine et seulement 19% la soutiennent. Mais un troisième sondage mis en avant par le conservateur New York Post avance que 65% des républicains trumpistes sont en faveur d'une frappe américaine. Des conservateurs très divisés, l'ancien conseiller du président Steve Bannon estime par exemple qu'une implication américaine serait une erreur. Et selon l'ex-journaliste de Fox News Tucker Carlson, désormais star de YouTube, Donald Trump trahirait son électorat en s'engageant dans cette guerre. Il conseille à l'administration américaine de, je cite, lâcher Israël et de laisser l'État hébreu se débrouiller tout seul. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. S'il y a une communauté qui semble soutenir en tout cas l'action d'Israël en Iran, c'est la diaspora iranienne en France. Oui, cela peut paraître surprenant car ce sont leurs proches qui sont sous les bombes israéliennes. Mais la plupart de ces Iraniens de France se réjouissent de la perspective d'une chute des Mollahs. Maximilien Carlier a rencontré pour Europe 1 un Iranien qui a accepté de témoigner, mais sous couvert d'anonymat par crainte de représailles de la dictature de son pays. Reportage. Je crois que la fin est proche. J'espère que ce sera vraiment la fin de ce régime iranien. La voix étranglée par l'émotion de cet Iranien installé en France depuis plus de 40 ans, favorable à une intervention dans son pays et qui espère une capitulation rapide du régime. La majeure partie des Iraniens, au moins 80%, sont contre le régime iranien. Donc une capitulation, déjà la fin de la guerre, donc la fin de bombardement, donc il y aura moins de dégâts. Et donc moins de victimes, ajoute-t-il, alors qu'une partie de ma famille est restée sur place. En ce moment, tout le monde fuit Téhéran. Selon cet Iranien, les Mollahs doivent tomber. Paradoxalement, les gens remercient même Netanyahou pour avoir fait la sale boulot dont parlait le chancelier allemand. Les Iraniens ne veulent que ça.
Ils veulent la fin du régime. Car c'est 46 ans de recul dans mon pays, déplore cet Iranien, et c'est aussi une menace constante pour les pays voisins avec le programme nucléaire. Maximilien Carlier. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Ce développement inquiétant du narcotrafic en France est une information Europe 1. Des commandos étrangers venus d'Amérique du Sud sont engagés pour procéder à des règlements de compte ici en France. On croirait un mauvais film de gangster, mais à Lyon, 3 Colombiens ont été mis en examen en mars dernier pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée. Jean-Baptiste Marty, ils avaient été recrutés pour assassiner un narcotrafiquant à Meyzieux. C'est une opération qui débute en prison à Bogota. 3 Colombiens sur le point d'être libérés sont recrutés là-bas par un détenu français pour un projet d'assassinat. Direction la France pour les 3 Sud-Américains. Tout est payé. Billets d'avion, repas et logements. Ils sont discrètement hébergés dans une ferme à La Chapelle-Villars, un petit village de 500 habitants au sud de Lyon. Pendant plusieurs semaines, ils font des repérages de nuit. On leur fournit aussi des armes. Mais l'opération échoue finalement. Un des 3 Colombiens s'enfuit et se rend à la police. Il dénonce aussi ses 2 comparses, le commanditaire encore incarcéré en Colombie et les logisticiens en France. Au total, 4 personnes, dont les 3 Colombiens sont aujourd'hui écroués. Quant à la cible, il s'agit d'un narcotrafiquant concurrent du commanditaire vivant à Meyzieux, mais aucun des mis en cause n'a voulu révéler son identité exacte par peur des représailles. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et puis c'est un film de légende qui nous a tous marqué. Les Dents de la Mer fêtent demain les 50 ans de leur sortie au cinéma. Avouez, vous aussi, vous en avez fait des cauchemars, ou en tout cas, vous vous êtes plus jamais baigné tout à fait sereinement. Ce film de Steven Spielberg a terrifié des générations entières. Il a rencontré un succès absolu au box-office en 1975. Une réussite pourtant semée d'embûches, comme nous le raconte Mathis Lang. Les Dents de la Mer, c'est avant tout une rythmique angoissante. Mais c'est aussi une intrigue simple et efficace. Olivier Bonnard est co-réalisateur avec Antoine Coursat du documentaire Les Dents de la Mer, un succès monstre. C'est vraiment résumable en une phrase quasiment. Un requin mangeur d'hommes s'attaque à une petite station balnéaire de la côte est américaine. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. Mais dans ce film de plus de 2 heures, une chose surprend. Dès la scène d'ouverture, il se trouve qu'en fait, on ne voit absolument rien du requin. Quelque part, nous spectateurs, on est condamnés à imaginer mais quelle force a pu aspirer cette fille comme ça. Et quand on finit par le voir, c'est passé presque 1 heure. En réalité, il ne s'agit pas d'une mise en scène volontaire. Derrière la caméra, Steven Spielberg fait face à un gros imprévu avec la pièce maîtresse de son film. Ce requin mécanique, dans l'eau salée, ne marchait quasiment jamais, quoi. Et donc, au lieu de tourner, au lieu de filmer le requin, on a filmé autour du requin. Le long métrage est livré avec plus de 100 jours de retard, mais à sa sortie, il croque le box-office à pleines dents. Il est le premier de l'histoire du cinéma à dépasser les 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Sortez tous de l'eau ! Mathis Lang. Je vous rappelle la principale information de ce journal, ces missiles iraniens qui ont fait 32 blessés, bilan toujours provisoire en Israël. Ce matin, pour la première fois, un hôpital a été touché par ces tirs. C'est la première fois depuis le début de la guerre. Attaque délibérée selon Israël. Au total, 4 missiles du régime des Mollahs ont atteint leur cible. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1 pour retourner aux origines de ce conflit entre l'Iran et Israël. L'historien Georges Bensoussan est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Bon réveil, il est 8h10.